Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Pour ce deuxième épisode de notre mini-série dédiée à l'architecture du Louvre Abu Dhabi, suivez-nous sous le dôme pour un entretien avec Ala Wardeh. Architecte, collaboratrice de Jean Nouvel et directrice du projet, Ala Wardeh revient avec nous sur l'aventure du Louvre Abu Dhabi. Du croquis originel à la pose du dôme, découvrez avec nous les temps forts de la construction de ce projet, de tous les défis. Ala Wardeh, merci beaucoup de nous accorder cet entretien aujourd'hui sous le dôme du Louvre Abu Dhabi. Mais avant de revenir plus sur ce geste architectural, j'aimerais qu'on revienne sur un événement précis. En 2006, on est dans un train en direction de Londres. Vous êtes avec Jean Nouvel qui réalise un croquis devant vos yeux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment particulier ? Oui, absolument. Donc Jean Nouvel me raconte sa rencontre avec Tom Krantz, qui était à l'époque directeur du Guggenheim et qui avait une mission donc auprès des Émiratis pour penser la partie culturelle, le district culturel de l'île de Saadiyat. Et donc il avait déjà imaginé une série d'institutions, de musées et proposé des architectes donc pour les réaliser, à commencer par Frank Gehry pour un musée Guggenheim et donc Jean Nouvel avait pensé à lui pour un musée d'art classique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, musée de civilisation. Il y avait Zaha Hadid pour un centre de performance et puis Tadao Ando pour un musée maritime. Donc Jean effectivement m'esquisse sur un bout de papier le projet des musées. Il m'a dit voilà, il y a une île, il y a plusieurs musées comme ça qui vont se développer. Moi, le mien va être ici. Et il commence à me dire voilà, je vais pas faire un bâtiment, j'ai plutôt envie de faire un quartier. Donc c'est une série de bâtiments qui vont être sur l'eau et non pas sur la terre, en tout cas sur la rive. Et sur cette ville, l'idée c'était de créer une sorte de microclimat et d'amener un grand dôme avec toute la symbolique que ce dôme évoquait, à la fois dans la culture arabe, parce que c'est un symbole très fort de la culture arabe, mais plus largement de l'évocation une évocation un peu spirituelle du cosmos. Et donc venir protéger par un microclimat des espaces extérieurs de cette ville. Voilà. C'est ce premier croquis qui a été un peu le début, pour moi en tout cas, du développement de ce projet. Et quels mots-clés il utilise qui résonnent encore pour vous aujourd'hui ? C'est un projet qui se développe à partir de la géométrie linéaire, qui sont finalement les deux éléments essentiels de l'architecture arabe. Et voilà, donc c'est la ville-musée, c'est la pluie de lumière. Je ne sais pas si à l'époque il avait déjà évoqué cette idée-là, mais il y avait cette idée d'un bâtiment qui allait justement pas être un bâtiment, mais un quartier qui est à la fois intérieur, extérieur, qui allait être un lieu de promenade et qui allait justement jouer de façon extrêmement forte dans le lieu. Donc la deuxième étape a été la visite en fait de ce lieu. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est venu, donc il y a eu un voyage. Oui, justement, racontez-nous cette première rencontre en fait avec le site qui, enfin, on a peut-être un peu du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais avec toutes les constructions qui nous entourent, le bâtiment qui est terminé, enfin, c'est vraiment une île très vivante. À quoi ressemblait l'île de Saadiyat la première fois que vous y rendez ? Comment vous y rendez ? Oui, alors on est en 2006. Il faut savoir qu'en 2006, l'île de Saadiyat était totalement désertique. Il n'y avait absolument rien. Et pour y arriver, soit on prenait un bateau, ce qui était c'était très agréable. On allait au port et on venait la découvrir en bateau. Soit ce qu'on a fait parce que c'était plus rapide, on l'a fait par hélicoptère. Et c'est effectivement en survolant le site par hélicoptère qu'on a été la première fois sur ce site. Donc on survole le site et effectivement c'est très frappant cette rive et cette rencontre de l'eau et du sable. Et encore une fois, encore plus important, c'est cette lumière extrêmement frappante, changeante. Donc à ce stade, vous avez vu le croquis, vous avez en tête les intentions du projet, vous découvrez le site. Vous, en tant qu'architecte, à quoi vous pensez à ce moment-là ? Comment on commence ? Quels sont les challenges qui se posent concrètement En réalité, on partait pas exactement d'une page blanche parce que la chance qu'on a eue, c'est que
par rapport aux voisins, c'est que Tom Krens avait déjà sollicité les autres architectes, et donc on savait ce que Frank Gehry avait conçu d'un côté pour son musée Guggenheim, qui était une structure extrêmement imposante, 80 mètres de haut, etc. Donc on avait vu son projet, en tout cas sa première esquisse, d'une part, et de l'autre côté, celui de Zaha Hadid pour son centre de performance qu'elle avait fait, cette espèce de Grand 8. Donc, connaissant ces deux projets-là, on savait déjà, on pouvait anticiper quelque chose avec ce voisinage. Et vous pouviez imaginer à quoi allait ressembler peut-être la skyline de oui, Sahabiak. Donc c'est une question de rythme, parce qu'effectivement, on construit une skyline, comme vous dites, et donc il y a eu justement une position de se dire on va faire quelque chose de très horizontal, en contrepoint avec ces deux structures un peu imposantes, verticales, assez présentes, et une idée plutôt de se mettre dans une horizontalité très bas sur l'eau pour jouer sur ce rythme de la skyline. On a évoqué justement l'eau à plusieurs reprises, sa présence très très forte dans le musée, avec toutes ces piscines, cette entrée. Justement, il y a un moment très marquant sur lequel j'aimerais revenir avec vous, c'est l'entrée de l'eau justement dans le musée. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi c'était nécessaire d'en passer par cette phase pour finaliser la réalisation Oui, alors là, vous arrivez déjà à la réalisation, mais c'est vrai, alors pour construire ça, ça a été très complexe. Effectivement, il a d'abord fallu dessécher, on va dire, le site. Donc, il y a des centaines, voire des milliers de pompes qui ont été installées pour pomper l'eau. Bon, on sait faire dans la région, on voit tout ce qui s'est fait dans les différentes villes autour. Donc pomper l'eau pour pouvoir construire à sec le musée et la ville et le dôme en même temps, ce qui a été aussi une conception très très complexe des entreprises pour pouvoir faire en même temps les deux. Toute cette organisation a été extrêmement complexe. Mais effectivement, donc le site était à sec et il y avait tous ces tuyaux. On a d'ailleurs de très très belles images de ça. Et on a commencé donc à construire ces pieux. Donc il y en a à peu près, je sais plus, 4500 ou quelque chose comme ça. Et quand effectivement on a pu construire, alors juste je signale, parce que bon, ça c'est aussi une des difficultés, parce que le dôme est extrêmement plat, en termes de structure c'est compliqué, mais il faut l'ancrer très très profondément, parce qu'il a tendance finalement à se soulever, ou même tout le musée à se soulever. Donc il a fallu creuser très très profond, parfois 18 mètres de profondeur, pour pouvoir ancrer ce musée dans l'eau. Et donc, effectivement, un des plus beaux moments du chantier, ça a été quand, effectivement, le musée, enfin, les bâtiments étaient enfin construits, les pieux dans l'eau aussi, et on a donc ouvert ces pompes qui, elles, étaient totalement fermées pendant je sais plus, 4 ou 5 ans. À ce moment-là, vous êtes sur le chantier, vous êtes... Ça s'est pas fait de façon immédiate, mais oui, bien sûr, on est sur la rive, et on voit arriver cette eau, ça a duré quand même quelques jours, hein, mais cette arrivée de l'eau qui arrive comme ça, c'était un moment d'émotion vraiment extrême, j'allais dire, parce que c'était enfin la rencontre finalement de ce bâtiment et de son environnement naturel, j'allais dire. C'était comme un poisson, là, il commençait à vibrer, il disait j'ai besoin de mon eau pour enfin vivre réellement, et là ça a été absolument magique, vraiment. C'est très beau, parce que justement je parlais de la lumière et de ces jeux de lumière qui étaient très forts, qui jouent avec le dôme évidemment et la coupole, enfin ces multiples coupoles et ces multiples dômes, parce c'est composé de ces 8 couches, mais qui bouge avec la vitesse de la lumière, mais qui reste un peu sec, on va dire. Mais la présence de l'eau, et on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis, elle est partout, y compris dans des bassins intérieurs, à cause du vent qui fait vibrer la surface de l'eau, et l'eau fait à son tour vibrer la lumière. Et justement, cette question de la lumière,
Donc elle passe évidemment à travers le dôme, ces raies de lumière qui se faufilent entre les différentes couches. Oui. J'aimerais revenir justement sur cette structure incroyable. Par quelles étapes vous êtes passé en fait pour pouvoir réaliser cet élément iconique du musée? Oui, ça a été effectivement le gros enjeu. On a travaillé, j'allais dire, à la fois de façon très empirique, avec des maquettes, des lampes, des tests de prototypes, etc. Mais aussi de façon très scientifique, j'allais dire, parce que on était accompagné évidemment par des tas d'ingénieurs, et en particulier des ingénieurs de clim, d'abord qui nous disaient, qui étaient en train de calculer le degré de lumière, donc de chaleur, qu'il fallait laisser passer. Donc on a essayé de voir quel était le degré de fermeture. La première esquisse qu'on avait faite, on était, je ne sais pas, à peu près 10% de lumière qui passait. On a fait une première maquette qu'on a testée dans un laboratoire de lumière artificielle, le plus grand d'Europe, qui est à Stuttgart, où on simule une lumière, celle d'Abu Dhabi en l'occurrence, à plusieurs périodes de la journée, mais aussi à plusieurs périodes de l'année, et on voit comment se comporte donc ces... Donc une technique aussi de pointe pour un bâtiment... Ah oui, oui, effectivement, des techniques, c'est extrêmement pointu. On n'aurait jamais pu construire ce bâtiment 10 ans plus tôt. Il a l'air comme ça, un peu archaïque, mais pas du tout. Il fait appel à des technologies extrêmement pointues pour le dôme du Par, mais aussi pour les bâtiments et ce béton de fibre aussi qui n'existait pas à l'époque. Donc effectivement, suite à ces tests de lumière artificielle, on a déjà vu on voit que en fait c'est trop, 10%, et on commence à réduire un petit peu. On fait le maillage, mais aussi comme on l'avait dessiné la ville, donc en dessous, on a fait une sorte de géographie de zones où on voulait plus ou moins de lumière. Par exemple, là où on se promène, on voulait plutôt de l'ombre. Au-dessus de la grande salle d'exposition temporaire, on s'est dit là c'est un bâtiment qui peut-être va vouloir jouer avec la lumière naturelle, donc on ouvre un peu plus. Donc il y avait une sorte de cartographie comme ça, de zones où on voulait plus ou moins de lumière. Et c'est ça qui a un peu dicté aussi donc, ces différentes ouvertures. Donc ce dôme varie beaucoup, il n'est pas du tout uniforme, et en fonction de ces étoiles, parce qu'il est composé d'étoiles, il dessine, il répond de façon extrêmement précise à des contraintes extrêmement précises qui viennent soit de la muséographie ou des contraintes des salles, parce qu'on veut plus ou moins faire entrer de la lumière, du confort des gens dans un espace extérieur, et puis d'un jeu de lumière qu'on veut, ou d'ombre et de lumière qu'on veut créer. Et vous, face à un défi pareil, quand vous avez l'idée donc du dôme, de commencer à réfléchir à comment le réaliser, en tant qu'architecte, qu'est-ce que vous ressentez face à ce défi ? Ah mais c'est formidable. Alors évidemment, on est architecte et on a besoin de spécialistes pour cette question. Donc d'une part des enjeux structurels, donc c'est passionnant parce qu'effectivement ça n'a jamais été fait avant, à la fois dans sa géométrie, 180 mètres de diamètre, posé sur 4 pieds, enfin pieux, et qu'on ne perçoit même pas. Qu'on ne perçoit pas. Il y a cet aspect magique en fait d'un dôme immense, d'une voûte céleste qui flotte juste au-dessus de nous et dont on n'arrive pas à percevoir les points d'attache. Voilà, on ne les voit pas. C'est ce que Jean Nouvel appelle l'esthétique du miracle. Et donc, effectivement, on est dans quelque chose de magique et on ne sait pas comment ça tient. Et ça reste une question, parce qu'on les a bien cachés. Et puis, une structure qu'il fallait inventer, justement, ça a été parce qu'on n'a pas facilité, on va dire, le travail des ingénieurs, parce que d'abord, il y avait ce challenge au niveau de la portée, donc c'est 120 mètres qu'il fallait porter d'une seule traite, mais aussi de la structure elle-même, parce que effectivement le dôme, alors on dit coupole pour ce qui est en dessous et dôme pour ce qui est au-dessus. D'accord. Donc on a 4 coupoles en dessous, on a une structure, on va dire, qui est une structure métallique qui fait 5 mètres d'épaisseur. En dessous de cette structure, il y a 4 coupoles. Donc et au-dessus, il y a 4 dômes. Voilà. C'est les 4 premières couches. Donc tout ça est composé d'acier pour la structure, d'aluminium pour les coupoles et d'inox pour les dômes, parce que l'inox est plus résistant à l'extérieur.
Et donc, ces multiples couches créent ces effets-là. Et donc, on a eu la chance, pendant tout ce travail de conception et même de construction, de faire des tests réels. Donc, je vous disais, on a fait une première maquette qui était dans ce laboratoire de lumière artificielle, mais on a tout de suite voulu faire une maquette en vrai à Abu Dhabi. À l'échelle ? À l'échelle. Non, pas tout. Oui, on a fait exactement. Donc, à l'échelle 1. Donc on a pris un morceau qui faisait 15 mètres par 15 mètres, qui n'est que 1/100 du dôme, mais quand même. Et en même temps, on a fait une autre maquette qui, elle, était à une échelle particulière, c'est 1/33e. C'est une échelle qu'on utilise souvent pour les salles de concert, parce que c'est une échelle où on peut rentrer, on peut y mettre sa tête. Donc on a déjà une perception de l'espace. Et là, on a découvert des choses nouvelles que tous les ordinateurs... Face à la réalité Face à la réalité. Et c'est là terrain. qu'on voit que toute l'intelligence artificielle, on va dire, et tous les calculs ne suffisent pas. Parce qu'une des choses qu'on a vues dans ce grand dôme où Jean Nouvel, il y a une photo assez célèbre avec Cheikh Sultan qui ont leur tête sous cette grande maquette, où effectivement on voit ces jeux de lumière. Mais une chose, par exemple, que les ordinateurs n'avaient pas calculé, c'était la lumière qui arrivait latéralement. Et donc, il y avait une sorte de, pollution lumineuse qui venait des côtés et qui faisait que les ombres n'étaient pas très claires, c'était pas assez contrasté. Et donc, on a, grâce à ce constat qu'on a fait sur place, pris une décision, c'était d'essayer d'arrêter la lumière sur les rives du dôme. D'accord. Et donc, on le voit là, en se promenant, si vous voyez la rive du dôme, elle est beaucoup plus dense. Donc, on est venu renforcer la maille ou le dessin en densifiant toute la base au niveau de la bordure, au niveau de toute la rive. Et l'autre chose qu'on a faite, parce qu'il fallait capter la lumière avec des éléments très sombres, c'est que le sol qu'on avait conçu en granit, plutôt clair, qui est là, mais vous constatez sur toutes les rives il est foncé. Donc on a mis du basalte, qui est la pierre la plus noire qu'on a, parce que justement, ce basalte, avec la densification de la rive du dôme, capte donc la lumière et fait qu'elle ne rentre pas. Mais l'autre chose qu'on a appris sur la maquette 1, quand on c'était qu'en réalité, cette structure de 5 mètres dont je vous parlais, qui au départ était en tube, en réalité, elle était très perceptible. Et donc on a demandé, alors ça a été encore plus compliqué pour les ingénieurs, parce qu'on leur Vous en demandez beaucoup. Hein. Oui, on a beaucoup demandé, c'est que les tubes deviennent carrés et qu'il n'y ait pas de soudure, mais tout est mécanique. Et donc on a redessiné à la fois la structure en y mettant des structures donc rectangulaires et en dessinant des attaches qui étaient complètement mécaniques. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas une soudure dans le dôme ? Il y a très très peu, en tout cas le moins possible, parce qu'en plus il fallait que ça puisse s'adapter. En fait, il y avait une sorte de flexibilité qu'il fallait autoriser voilà. Parce que encore, alors vous parliez d'événements importants, il y a l'arrivée de l'eau, mais l'autre émotion, c'est que le moment où ce dôme est venu se poser sur ces 4 Ah oui, racontez-nous, parce que c'est quand même incroyable d'imaginer qu'un dôme aussi immense, massif, ait réussi à être soulevé. Oui, 7000 tonnes. Il fait 7000 tonnes, imaginez. Alors, c'est la Tour Eiffel, c'est ça ? Oui, alors c'est une pure coïncidence. Hein. Évidemment, on n'a pas fait exprès, on ne vient pas de Paris. Et la Tour Eiffel a aussi 4 pieds. Mais bon, oui, effectivement, en fait, pour construire, comme je vous disais, cette complexité de construire la ville en même temps que ce dôme, il a fallu faire des structures temporaires. Il y en avait une 60aine, donc des piliers qui portaient le dôme. Et de 60, on va passer à 4. Voilà, on va passer à 4. C'est parce qu'il a été fait en plusieurs morceaux, évidemment. Donc, quand cette structure a été terminée et que les piliers étaient prêts à le recevoir, il y a eu un moment, effectivement, mais alors lui, on a retenu notre souffle et il n'a pas duré longtemps, celui-là. Et là, vous étiez dans une nuit.
Alors là, on était tous rassemblés, mais les ingénieurs aussi, mais c'était vraiment un vrai Jean Nouvel moment. avec vous. Jean n'était pas là, je crois, à ce moment-là, mais je crois qu'en tout cas, il était au téléphone aussi, il retenait son souffle quelque part. Mais parce que, encore une fois, c'était un vrai enjeu, et de voir comment allait se comporter cette portée de 120 mètres, donc au moment où elle est se poser, si ça allait fléchir ou pas. Alors, et comment donc ça marche s'est soulevé, en fait, ils ont soulevé ça avec des vérins de quelques centimètres, je sais pas, une quarantaine de centimètres. Donc c'était un grand événement, hein. Il y avait il y avait le chairman, on a été voir le vérin qui allait soulever ça, puis on nous a dit maintenant vous allez de l'autre côté parce que on va le voir se soulever. Je crois que ça a été filmé de l'extérieur, de la rive opposée, et donc on a vu ce dôme se soulever comme ça doucement, et puis ils ont enlevé évidemment les structures temporaires et il est venu se poser sur les 4 piliers. Et là, la belle surprise, impeccable, pas une flèche, rien, voilà. Donc ça a été vraiment formidable. Et voilà, donc ce dôme, jusqu'à maintenant, tient le coup et règne, on va dire, sur sa ville. Il est devenu vraiment un emblème pour le musée. On le retrouve d'ailleurs dans le logo du musée à l'entrée. Et je pense qu'il fascine vraiment les visiteurs. On le voit quand ils arrivent pour la première fois. Il y a ce regard émerveillé, ce « wow » de la part des visiteurs qui découvrent l'endroit pour la première fois. Et je me demandais, vous, quand vous revenez, maintenant que le projet est livré, maintenant qu'il est terminé, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous reparcourez ces espaces, que vous profitez de cette lumière Écoutez, c'est un lieu très familier, je l'ai vu 1000 fois. Et ce qui est formidable, c'est que je ne vois jamais 2 fois la même chose. C'est vraiment extraordinaire. Et oui, et il continue à me surprendre. D'abord parce qu'il y a cette lumière qui change, et donc et c'est ça qui est extraordinaire. Et alors, ce que j'aime le plus, vous évoquiez les gens qui le voient pour la première fois, c'est de regarder les yeux des gens qui le voient pour la première fois. J'ai d'ailleurs une petite collection de photos, de regards de gens qui le découvrent, parce que c'est vrai que c'est le voir pour la première fois, c'est comme des lieux mythiques ou des villes comme ça extraordinaires, et on a toujours envie ce moment de le voir pour la première fois est toujours une chose formidable. Donc j'adore voir ça dans les yeux des gens, et moi oui, je dois dire qu'il continue à me surprendre, et ça c'est formidable. Je pense que c'est ça qui en fait sa grande qualité, c'est qu'on ne verra jamais, et même si je continue à venir 100 000 fois, ce que je n'aurais pas l'occasion, si je vivais 100 000 ans, je ne verrai jamais la même chose, et ça c'est formidable. Merci beaucoup à la Wardé de nous avoir accordé cet entretien. C'était passionnant. Merci à vous. Je peux parler interminablement de ce musée. On en refera d'autres. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Si vous avez aimé cette mini-série, vous pouvez réécouter cet épisode et retrouver notre entretien avec Jean Nouvel sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Il suffit de vous abonner au compte du Louvre Abu Dhabi pour découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes et ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous donner 5 étoiles. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi. À la production, Amine Ralchash et moi-même, Marine Botton. Enregistrement par Amin Ralchash et Richard Hagen. Post-production, musique et mixage par Making Waves. Préparation et script, Marine Botton. Nous remercions chaleureusement Ala Wardé pour nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.